suis en route pour aller interviewer Olga. Elle vit à Saigon au Vietnam et dans cette vidéo, elle va nous raconter son expatriation dans ce pays. Commençons par le commencement. Peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Olga, j'ai 40 ans et j'habite au Vietnam depuis presque 6 ans. Et tu viens de? Moi, je suis russe. Ok, d'où en Russie? Je viens d'Ural. Ok. C'est une petite ville quelque part au milieu, 1000 km de Moscou, vers l'est. 1000 km en Russie, c'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose. Hein. Non, c'est pas grand-chose. Ok Olga, donc maintenant avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu faisais avant de t'expatrier au Vietnam. Donc qu'est-ce que tu faisais en France? Je suis partie en France après mes études à l'université. J'avais 24 ans à l'époque. Donc je suis partie parce que je m'ennuyais un peu et je voulais un peu découvrir ce qu'il y a ailleurs. Et j'ai appris le français à l'école, mais je parlais pas trop bien. Mais je suis partie, j'ai commencé à faire du au pair. Donc j'ai gardé les enfants pendant 1 an. D'accord. Et ça m'a plu énormément vivre en France. Enfin, c'était le premier pays étranger que j'ai connu à l'époque. Et j'aimais bien vivre en France parce que la vie est très différente. Les gens sont beaucoup plus détendus, ils sont beaucoup plus sympas. Et puis, il y a cette joie de vivre à la française que j'aimais vraiment beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas rester? Et donc, du coup, moi, je me suis inscrite à l'université et j'ai étudié l'histoire du Moyen-Âge. D'accord. Je n'ai pas trop réfléchi à mes études. Je voulais juste avoir le visa étudiante. D'accord. Puis ensuite, à la fin de mes études, j'ai rencontré mon futur mari. On a fait des études ensemble. D'accord. Et donc, moi, à la fin de mon visa, du coup, je suis partie à la préfecture. D'accord. Ils m'ont dit, eh bien, madame, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas renouveler votre visa. Il aurait fallu que vous trouviez du travail avant. Ou bien, maintenant, c'est plus possible. Il faut que vous alliez à l'université again, encore une fois, une visa étudiante encore une fois, ou vous mariez. Je dis, mais c'est quand même pas possible. La dame à la préfecture, il te dit, vas-y, on va te marier. C'est vrai? Non, à l'époque, j'ai vécu déjà avec mon copain, ensemble. Ça faisait 1 an qu'on habitait ensemble. D'accord. Donc, du coup, je suis rentrée à la maison et je dis, mon chéri... Si tu veux que je reste, il faut que tu te maries. C'est ça. Mais à l'époque, il était vraiment contre le mariage. Il ne voulait pas te marier du tout. Et du coup, je dis, il y a bien 2 choix. Ou bien on reste ensemble et on se marie, ou bien je vais rentrer en Russie. De toute façon, pour faire d'autres études, ça faisait trop et je ne voulais pas. Et tu as déjà fait les études en Russie, encore une fois. Oui, 5 ans d'études en Russie, plus 2 ans d'études en France. Donc faire encore des études. Tu n'as pas passé ta vie à faire des études. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, il m'a dit, laisse-moi réfléchir 1 semaine. Il a réfléchi 1 semaine et puis il a dit, OK, on va se marier. Et donc, du coup, on s'est mariés en 2009 et on restait mariés 10 ans. Wow. Ok, donc tu peux rester, donc grâce au mariage, tu restes en France. Et qu'est-ce que tu fais ensuite donc? Donc, du coup, j'ai terminé mes études et j'ai commencé à travailler dans une boîte. On faisait du travail administratif. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, la boîte a coulé. Et j'ai découvert cet monde merveilleux à la française. Donc, on pouvait faire des études et des formations financées par l'État. D'accord. Et tu as fait quoi comme formation du coup? Et donc, du coup, moi, j'ai réfléchi bien à ce que je voulais faire. Parce que jusqu'à là, c'était plus ou moins des choses qui me tombaient sous la main. J'ai jamais vraiment réfléchi à ce que moi, en tant que personne, j'aimerais bien faire dans la vie, comme métier. Et donc, du coup, je me suis dit, j'aimerais bien faire de la pâtisserie. Parce que j'ai toujours aimé faire de la cuisine, j'ai toujours aimé faire manger aux gens. Et j'ai toujours aimé le fait que quand les gens ils mangent tout ce que j'ai fait pour eux, ça me donne du joie. Quand tu vois que ça leur plaît, ça te rend heureuse. C'est ça. Et donc, du coup, je me suis dit, j'aimerais bien faire quelque chose dans le métier de bouche. Et puis ensuite, on avait ce projet-là de partir en France à un moment donné. Et donc, du coup, je me suis dit, si j'ai un métier de bouche, eh bien, ça va être très facile pour moi de trouver le travail à n'importe quel moment, n'importe où dans le monde. D'accord.
peu importe où est-ce qu'on décide d'y aller. Ok. Et donc, du coup, j'ai fait l'étude de pâtisserie. Et puis ensuite, j'ai eu la possibilité de faire des études de chocolat. Ok. Et je suis tombée amoureuse de Donc chocolat. donc c'était de la pâtisserie, mais de pâtisserie, en fait, t'es passé à chocolatier, entre guillemets, ça. c'est ça? D'accord. Parce qu'en général, c'est des études qui sont très liées. Tu Ok. fais il y a boulanger, il y a aussi CAP boulanger, pâtissier, il y a cuisinier, il y a chocolaterie confiseur, Ok. et puis il y a le glacier. D'accord. Donc, ce sont des choses qui sont liées. En général, les gens qui font du boulanger, et puis ensuite ils font du pâtissier, ou ainsi de suite. Donc, moi, j'ai fait d'abord le pâtisserie, parce que je ne connaissais pas trop bien le métier de chocolaterie. Mais ensuite, j'ai eu la possibilité de faire du chocolat derrière. Et c'est ça qui fait un petit clic dans ma tête. Et je me suis dit, franchement, j'adore ça. J'aime bien le chocolat, j'aime bien le côté scientifique, la simplicité et les complexités en même temps, comme tu travailles avec du chocolat. D'accord. Et donc, c'est le tilt, tu as trouvé ta passion. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu as bossé en France dans le chocolat? Oui, j'ai bossé dans la pâtisserie et puis ensuite j'ai bossé dans le chocolat. J'ai bossé dans une boîte et j'aimais bien le côté parce que dans le métier de bouche, le côté négatif, c'est que c'est les horaires. Les horaires sont très contraignantes. Il va falloir que tu te lèves à 5 heures du matin, ou bien tu bosses très tard dans la journée, tu bosses toujours le week-end, etc. Quand tu travailles avec du chocolat, tu n'as pas vraiment besoin de faire ça parce que c'est le chocolat, tu le prépares, mais tu le vends derrière. Donc, il n'y a pas des choses, tu peux travailler à n'importe quel moment de la journée. Tu prépares ton chocolat, tu le stockes, et puis ensuite tu peux le vendre une semaine, 2 semaines derrière. Par exemple, quand je bossais dans le chocolat, on commençait à préparer le Noël en septembre. Ah ouais, d'accord. Ah, quand même. Oui, c'est-à-dire que tu y vas, tu fais à fond des choses, des bonbons, etc., etc. Après, tu le mets dans des conditions pour le faire garder. Et toute cette production que tu fais pendant septembre, octobre, novembre, ben tu le vends en 2 semaines de Noël. Incroyable. Ah ouais, d'accord. Et puis ensuite, le Noël est terminé et là, on commence à préparer la Pâques. D'accord. Donc, c'est ça que j'aimais bien aussi parce que les horaires de travail, c'est bien. C'est moins compliqué, c'est moins contraignant. Compliqué, oui, c'est ça. Ok. Et puis, le côté un petit peu, la température, il faut gérer la température et il faut bien être précis dans tout ce que tu fais. J'aimais bien ça aussi. D'accord. Donc, avant de partir au Vietnam, tu es chocolatière, on peut dire comme ça? Oui, je voulais même retarder le départ au Vietnam et en Asie en général, parce qu'on ne savait pas si on allait partir au Vietnam ou pas. C'est ce qu'on savait juste qu'on voulait partir en Asie et de partir de France. C'est surtout mon ex-mari qui voulait absolument partir de France parce qu'il en avait marre. Et donc du coup, bien, je voulais retarder parce que j'aimais bien ce que je faisais à ce moment-là. D'accord. Mais là, on peut insister, donc on était parti. Et donc du coup, on est parti d'abord en Thaïlande, mais on n'est pas resté longtemps parce qu'il y a déjà beaucoup de monde, beaucoup de concurrence. Et on est parti tout de suite au Vietnam. Après, Thaïlande. Moi, c'était la première fois que j'ai visité le Vietnam. Et lui, il est déjà venu 2-3 fois. Le pays lui plaisait bien. Je dis, ok, bah on y va, on regarde ce qui se passe. Et l'histoire marrante, c'est que je trouvais du travail en 2 semaines après qu'on ait déménagé au Vietnam. Je n'ai pas vraiment cherché, j'ai juste... il y avait une boîte, une compagnie, une entreprise que je voulais vraiment travailler. D'accord. Je connaissais cette entreprise depuis la France. J'ai découvert au Salon de Chocolat à Paris. Et donc, du coup, je me suis dit, si jamais je vais au Vietnam, j'aimerais bien travailler là. Et donc, du coup, j'ai pris mon petit CV, je suis rentrée dans le coffee shop, je dis, j'aimerais bien travailler pour vous. Et du coup, c'est comme ça que je commençais à travailler chez Mao. Que tu as eu ton premier boulot. Ouais. C'est une boîte assez connue. C'est une boîte vietnamienne? Non, les propriétaires sont des Français. D'accord. Mais ils font du chocolat vietnamien exclusivement. C'est le premier bean to bar chocolat au Vietnam. Donc, c'est-à-dire qu'ils produisent et sourcent tous les ingrédients au Vietnam. D'accord. Et eux, ils ont développé même le concept qu'ils ont allé bien plus loin, c'est-à-dire qu'ils font du chocolat de tiroir.
C'est-à-dire qu'ils font du chocolat pas que vietnamien, mais ils ont des tablettes qui viennent de certaines zones de Vietnam. Par exemple, ils ont un chocolat qui vient de certaines provinces. Ouais, voilà, le chocolat qui vient du Binh Tre, le chocolat qui vient de Dak Lak, le chocolat qui vient de Baria. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose comme le vin. C'est-à-dire, tu as des saveurs particulières en fonction du territoire d'où est-ce que ça vient des cacao beans. D'accord. D'accord. Donc, tu as trouvé facilement ton travail, mais avant ça, avant de partir au Vietnam, est-ce que tu avais des peurs, des appréhensions Là, maintenant que je pense, non. 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 Est-ce que c'était sur un coup de tête? Un peu? Je ne peux pas dire que c'était complètement sur un coup de tête, parce qu'on avait quand même réfléchi bien longtemps en avant qu'on voulait partir. D'accord. On réfléchissait un peu qu'est-ce qu'on voulait faire là-bas, mais je peux pas dire que j'ai fait vraiment des recherches approfondies exactement. J'ai pas fait les recherches des boîtes ou des entreprises où je pouvais travailler. Sur ce côté-là, c'était un peu sur le coup de tête, parce qu'on partait un peu dans on ne sait pas où on va. D'accord. On savait juste la destination finale et c'est ce qu'on recherchait plus ou moins, mais on ne savait pas trop ce qui va nous attendre sur place. D'accord. Ok. Donc c'est un peu c'est sur pas le coup de vraiment tête. préparé. Non, Puis tu savais que tu allais quitter la France Oui, c'est pour ça. l'Asie. Oui. Et puis il se passera ce qui se passera, quoi. C'est ça. Mais j'avais pas trop. J'avais pas peur parce que je savais si ça marchait pas, je pouvais facilement revenir. D'accord. Parce que si on partait sur un projet d'un an ou 2 ans, ce serait pas très compliqué de revenir après en France et de continuer ce qu'on faisait avant. Est-ce que c'était ça le projet au début? De partir que quelques années et revenir, ou c'était vraiment pour essayer de partir et essayer de voir combien de temps ça dure? Non, on n'avait pas réfléchi à ça, c'est juste au feeling, on y va et on regarde. Part, on voit comment ça se passe. C'est ça ça. se passe bien, on reste, ça se passe mal, on rentre. Exactement. D'accord. Ok. Puis on cherchait un peu les qualités de vie meilleures qu'en France. Je ne peux pas dire qu'on a retrouvé tout ça, mais c'est différent et c'est très enrichissant et très différent. Donc du coup, comment tu compares ta vie de maintenant au Vietnam et ta vie de maintenant, avant en France? Si tu vas comparer sur des grandes lignes, hein, en gros. Beaucoup de mes amis français, ils disent que j'ai changé pas mal. J'ai changé beaucoup, c'est parce que la vie ici elle est beaucoup plus dynamique. Il y a mes amis vietnamiens qui disent que Saigon, ça ne dort jamais. C'est vrai. Et donc, du coup, tout se passe très rapidement. Tout est possible. Il y a beaucoup d'opportunités. Ça vraiment dépend de toi et ce que tu vas faire en tant que personne. Tu n'as pas vraiment besoin d'argent pour commencer des projets que tu veux faire. Et tout se passe très rapidement. Mais de l'autre côté, c'est négatif dans le sens que rien n'est vraiment stable. Tout peut collapser à n'importe quel moment. Tu peux ruiner tous tes projets du jour au lendemain. Donc ça dépend vraiment de toi, de ta volonté et comment tu vas faire les choses. D'accord. Alors du coup, comment tu dirais que tu te sentais plus en sécurité à ce niveau-là en France? Il y a plus de stabilité? Oui. Et ici, c'est plus... tu as plus de chances de réussir dans quelque chose que tu aimes, mais on a du mal à se projeter dans le futur, c'est ça que tu dis? Oui, parce que tu as beau faire des plans, etc., mais en France, par exemple, tu sais, si tu perds ton emploi, tu as toujours ce côté je ne vais pas rester dans la rue. Ici, si tu perds ton emploi et tu n'as pas assuré tes arrières, donc tu peux tout perdre du jour au lendemain. Donc, moi, j'ai découvert le mot insécurité et de se sentir dans l'insécurité que quand je suis déménagée au Vietnam. Et c'était vraiment un choc pour moi. D'accord. C'est quelque chose que je ne m'y attendais pas, que je vais ressentir ce genre d'émotion. Et à part ça, est-ce qu'il y a d'autres différences entre ta vie d'avant en France et ta vie de maintenant Bien entendu, ici? il y a beaucoup de différences. La météo? Déjà, il fait plus chaud ici. Clairement. Clairement. Et puis, la culture est très différente. Ici, déjà en France, je ne me sentais pas trop à ma place parce que je suis quand même russe. Mais bien plus en France parce que j'ai
j'avais beaucoup plus de facilité à communiquer avec des gens sur des sujets divers et variés. Moi, je suis une personne qui aime bien parler pour quelque chose. D'accord. J'aime bien parler des choses qui sont de l'importance, qui sont intéressantes. Mais ici, les gens, ils ne sont pas trop intéressés à ça. Enfin, les gens, ils aiment rigoler. C'est ça, ils aiment bien rigoler, ils aiment bien boire. Ils aiment vraiment des choses très, très simples. Les trucs, la politique, etc., ça ne les intéresse pas. Ouais. Donc, c'est pour ça c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Et puis, au niveau de culture aussi, il n'y a pas il n'y a pas vraiment des expos, il n'y a pas vraiment de musées que tu peux visiter. Même juste se balader dans la rue, c'est pas quelque chose de courant ici, on va dire. Oh, il y a toujours quelque chose d'intéressant, des scooters surchargés, des trucs rigolos à voir. Ça c'est marrant pendant 6 mois, les premiers 6 mois. Puis derrière, je dis ok. Puis derrière, tu fais pareil que tout le monde. Tu arrêtes de marcher, tu prends ton scooter et tu vas du point A jusqu'au point B. Exactement. Puis c'est tout. Exactement. Mais si tu as vraiment un projet qui te tient à cœur et tu veux vraiment t'investir tout ton temps libre à pouvoir le faire, pouvoir le réaliser, c'est un endroit vraiment idéal pour cela. D'accord. Par exemple, en France, j'avais mon boulot, j'allais au travail, j'avais des heures bien fixes, ce qui me laissait beaucoup de temps libre à faire tout ce que j'aimais faire. Par exemple, en France, je suis allée apprendre le coréen, ou je suis allée faire des cours de théâtre, ou faire des cours de chant. D'accord. Alors qu'ici, j'ai vraiment pas le temps de faire tout ça, et puis c'est compliqué à trouver ce genre d'activité aussi. D'accord. Est-ce que tu regrettes des fois d'être partie de la France, ou tu es content d'être venu ici, au Vietnam? Ou c'est un peu balancé, C'est une question très compliquée. Moi, quand je suis partie cet été en France, je me suis dit, j'ai bien fait de partir. Ah d'accord. Donc le fait d'être retourné en France cet été, tu dis en fait, ouais, je suis bien au Vietnam, c'est ça? Oui. D'accord. Pourquoi? Parce que la France vit, tous mes amis là-bas, ils ont déjà des problèmes bien particuliers, ils partent tous de Paris. C'est plus comme avant, on ne fait pas de soirée qui dure toute la nuit. Tout le monde a une petite famille, une petite vie, part de Paris, il achète quelque chose à la campagne, cherche une vie un petit peu plus tranquille, un petit peu plus stable. D'accord. Et donc du coup, je ne me suis pas trop retrouvée dans ce paysage-là, on va dire. Que de l'autre côté, quand tu viens ici, justement, tu es porté par le dynamisme, c'est ça? Tu ne regardes pas en arrière, en fait. Ouais. C'est juste, il faut que tu ailles tout droit devant toi et tu n'as même pas le temps de regarder ce qui se passe. Ici, c'est surtout ici, quoi. Mais après, il y a des bonnes choses à ça et des mauvaises choses à ça. Parce que des bonnes choses, rien n'est parfait, hein. Et c'est toujours très stimulant. Mais en même temps, c'est fatigant et il te dit, ok, si jamais je veux m'arrêter, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai une situation assez stable pour pouvoir arrêter? Tu te poses la question. Voilà. Ou est-ce que ce que je vais recommencer va marcher? C'est ça. Ou au contraire être un échec? Oui, c'est un challenge à chaque fois, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est stressant. C'est un challenge, mais c'est très stressant aussi. Et donc, du coup, tu te dis, si jamais je suis trop fatiguée, je ne peux plus faire ça. Je fais quoi derrière? Ok Olga, donc là on a changé d'endroit, on est dans un café factory de chocolat. C'est un endroit où tu travailles à mi-temps, c'est ça? C'est ça. D'accord. Du coup, j'aimerais savoir, ça fait bientôt 6 ans que tu es au Vietnam, qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es arrivé ici en tant que boulot au niveau professionnel, et qu'est-ce que tu fais maintenant? J'ai fait pas mal de choses depuis que je suis arrivée au Vietnam. J'ai vécu la pandémie aussi ici, donc c'était plutôt les montagnes russes, on va dire. D'accord. Donc moi, quand je suis arrivée au Vietnam, j'ai commencé à chercher du travail. Et j'ai tout de suite trouvé du travail dans une entreprise qui me plaisait beaucoup, énormément. Je suis toujours très admiratif de ce qu'ils font ici au Vietnam. Je trouve ça très très noble. J'ai commencé à travailler dans une boîte de chocolat qui a été faite par des Français.
Donc, c'est un couple d'amis. Il y a un franco-japonais et un franco-américain. C'est deux amis qui ont commencé à faire du bean to bar chocolat. Ça veut dire bean to bar, c'est un process de fabrication du chocolat depuis la matière première jusqu'à le produit final. C'est-à-dire qu'eux, ils recherchent des cacao beans. Comment on dit en français des cacao beans? Des graines de chocolat? Non, des graines de cacao. Des graines de... Des graines de cacao, un truc comme ça. Qui cherchent leur propre cacao, qui achètent chez le fermier. Donc, c'est la personne qui s'occupe à produire chez le fermier. Carrément, ils achètent la matière première, et puis ils transforment cette matière première jusqu'à avoir le produit final, ce qui est la barre de chocolat. Donc, en fait, ils font toutes les étapes? Ils font toutes les étapes par eux-mêmes. D'accord. C'est une petite échelle. Ils le font à petite échelle, mais eux, ils peuvent suivre le processus du début jusqu'à la fin. Ils essaient de préserver au maximum le saveur naturelle de cacao beans. D'accord. Et comment s'appellent ces braves gens? C'est comment le nom de l'entreprise? C'est une boîte pionnière de chocolat vietnamien et qui s'appelle Maru, faiseur de chocolat. D'accord. Donc, eux, ils ont commencé à se faire connaître. Ils ont commencé leur boîte en 2011. Ils se sont fait connaître beaucoup à l'extérieur du Vietnam. Ah, d'accord. Avant de vraiment commencer de vendre leur chocolat au Vietnam. Parce que vendre le chocolat au Vietnam, c'est une mission très compliquée. Parce que les Vietnamiens, déjà, ils ne mangent pas trop les desserts, ils n'aiment pas trop manger tout ce qui est sucré. Ils aiment bien boire très, très, très sucré, mais ils ne mangent pas sucré. Donc, vendre le chocolat sucré aux Vietnamiens, c'est une mission très compliquée. D'accord. Donc, ils se sont fait connaître à l'étranger d'abord et qu'ils ont gagné plusieurs prix pour la qualité de leur chocolat. Wow. Et moi, j'ai commencé à travailler avec eux parce que j'aimais beaucoup l'idée de l'entreprise, le concept et le côté éducatif et c'est surtout le côté la nourriture qui a du sens. La nourriture, tu sais exactement d'où ça vient. D'accord. Et donc, du coup, moi, je travaillais avec eux. Je travaillais à l'usine. Je m'occupais à faire un peu tout ce qui est le semi-production pour les deux coffee shops qu'ils avaient à l'époque. Une à Hanoï et une à Saigon. Donc, je faisais tout ce qui est praliné, tout ce qui est des fruits confits. Je travaillais aussi beaucoup avec Sourcing Team qui cherchait de nouvelles beans de cacao pour produire, pour tester les saveurs, en gros, des nouvelles beans de chocolat. Et ça, c'était le côté scientifique du boulot, alors? Oui, oui. Et puis, on fait aussi beaucoup, vu que j'avais une cuisine qui était à part, donc ça n'avait aucune connexion avec la ligne de production de chocolat, des barres de chocolat. Donc, du coup, on pouvait faire un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que c'était une sorte de cuisine de test. C'était la récréation, cours de récréation, puis on s'amuse, on fait un peu... des expériences. Pas vraiment, mais oui, quand même. Des fois c'était marrant. J'avais mon propre four, j'avais mon propre machine pour faire du chocolat. D'accord. Donc du coup, moi aussi, j'étais en charge de faire des chocolat chaud, la production pour faire du chocolat chaud derrière. Et Maru, ils ont connu pour avoir le meilleur chocolat chaud à Saigon. Wow. Donc voilà, je travaillais avec eux pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, ça faisait un petit moment déjà que j'étais au Vietnam, et je me suis dit, c'est une situation parfaite pour tester quelque chose à moi. D'accord. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire un truc, essayer si ça marche pas, en tout cas. Faire ton petit business, quoi. Voilà. D'accord. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai toujours été fan de monoproduits. D'accord. Vous savez, ces concepts-là, par exemple, à Paris, on peut retrouver beaucoup, genre une shop qui vend que des choux, ou par exemple, le shop qui vend que des éclairs. Un produit qui est décliné de saveurs différentes. D'accord. Déjà, premièrement, parce que je pense que quand tu fais qu'un seul produit, tu y mets 100%. C'est-à-dire, la qualité, elle est là. Tu es plus vraiment spécialiste et professionnel. C'est ça. Tu peux approfondir tes connaissances et puis tu peux faire un produit excellent. D'accord. Pour proposer à tes customers. Et aussi au niveau de production, ça me demandait beaucoup moins d'investissement. Parce que si tu fais
une sorte de produit, eh bien, tu achètes tous les ustensiles que tu as besoin pour ton production. Et tu n'as pas besoin d'acheter plusieurs ingrédients, plusieurs ustensiles pour faire plusieurs choses différentes. Et au niveau d'investissement, c'était bien pour moi parce que ça me demandait vraiment très peu d'argent à investir au début. Ok. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé très simplement. J'ai rencontré une fille française qui aussi voulait faire ça. Et on a commencé à travailler ensemble. Moi, j'occupais de la partie création de recettes et la logistique, de parler avec les customers, de prendre des commandes et de les envoyer. Elle prenait la partie, tout ce qui est marketing, online, parce que nous, on a commencé online. C'était le plus simple à faire. C'était sur Facebook, c'est ça que tu m'avais dit? C'était sur Facebook, oui. D'accord, parce que au Vietnam, on va le préciser, il y a beaucoup de business qui se fait sur Facebook. Les gens qui achètent directement à partir de pages Facebook. Oui, beaucoup. Facebook, Instagram, ça marche vraiment très bien. Et donc, du coup, j'ai réfléchi qu'est-ce que je voulais faire. Je me suis dit, mon produit, mais quoi? Donc, je pensais à des éclairs, je pensais à des choux, j'ai pensé aux macarons. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas les cannelés? D'accord. Les cannelés, c'est quelque chose que j'aime bien. Si c'est bien fait, c'est excellent. C'est simple à faire. Ça ne demande pas des investissements énormes au niveau des ingrédients. Et au niveau de production, c'est assez simple, même un petit peu technique à faire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui utilise le produit simple, de bonne qualité, mais c'est assez technique pour pouvoir le reproduire tout de suite. C'est-à-dire faire du copy-paste possible, mais ça demande du temps. D'accord. Donc, on est parti sur les cannelés. Puis, personne à l'époque faisait les cannelés à Saigon. Donc, pourquoi pas? Donc, c'était la première. C'est ça. Ok. J'étais la première et là-bas, ça s'appelait Cannelés Saigon. Après, depuis ce temps-là, on a changé au moins 2 fois le nom. Ok. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est des détails. Donc, quel est ton nom maintenant? Quel est le nom de ton... Le nom de mon entreprise de maintenant, ça s'appelle Mon Cannelé. Mon Cannelé. Mon Cannelé. D'accord. Et on est parti sur ce nom-là parce que toutes les personnes qui travaillent avec moi, on est tous des personnalités très, très, très différentes. Mais on se complète très bien ensemble et en faisant Mon Cannelé, c'est un peu, on raconte notre petite histoire à nous. Parce que nous, on a des histoires et des backgrounds très, très, très différents, mais on est quand même en train de travailler au même endroit pour faire quelque chose de très bonne qualité et partager avec des gens. D'accord. Donc bon, Mon Cannelé est toujours d'actualité depuis que tu as commencé à faire ton petit business. Oui. J'imagine que ça n'a pas dû être facile tous les jours. Non, en fait, moi, j'ai commencé juste l'entreprise. J'ai pas investi beaucoup. J'ai acheté un gros four, j'ai acheté des moules, j'ai acheté tout ce qui est nécessaire pour la production, une petite quantité, parce qu'on ne savait pas si ça allait marcher ou pas. Lorraine, elle a créé la page Facebook, la page Instagram, elle a créé le logo, etc. On a fait un petit photoshoot. Moi, j'avais créé toutes mes recettes. On est parti avec 6 saveurs de cannelés différentes. D'accord. Et on est parti sur l'idée qu'on a un cannelé classique qu'on voulait absolument garder, donc avec le rhum et la vanille. Et la vanille, je tenais à acheter la vraie vanille. Donc, c'est le seul ingrédient qui ne vient pas du Vietnam. La vanille, il vient du Papouasie-Nouvelle-Guinée. Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et les autres ingrédients qu'on utilise pour les cannelés, on les source ici. On achète tout vient du Vietnam. D'accord. Alors, moi, je tenais à ça. C'est bien. Donc, voilà. Et puis, on a d'autres saveurs qui sont des produits phares de Vietnam. Par exemple, on a le cannelé au café, on a le cannelé au chocolat, on a le cannelé au kumquat. Ah, génial. Oui, ça s'appelle calamansi en français. Okay. Et puis, il y a le fruit de la passion, et puis on essaie de faire tous les mois un petit saveur différente. Une édition spéciale, c'est ça. Génial. Et tu peux nous raconter un peu les débuts est-ce que c'était compliqué ou ça a très vite bien marché ça n'a pas du tout été compliqué. C'est vrai? Maintenant, je pense, j'ai dit, mais j'ai vraiment réfléchi à rien. J'ai laissé un boulot bien payé pour faire un truc et je ne savais même pas si ça me rapportait de l'argent ou pas. Et là, maintenant que je pense à ça. Mais en fait, ça s'est plutôt bien passé. Donc, j'ai investi d'argent, j'ai acheté tout le matériel nécessaire.
Et on commençait à vendre. Et ça marchait tout de suite. C'est-à-dire, moi, me suis remboursé tout l'argent que j'ai investi à partir du premier mois. Waouh! Qu'avec les commandes Facebook, Instagram. Et puis, j'ai commencé à verser mon petit salaire à partir du troisième mois. Génial! Le problème, ça a commencé très, très, très bien au début. Et le problème, c'est qu'il y a eu pandémie. Voilà, notre ami le coco, le Covid. Le Covid, oui. Ouais. Et là, du coup, je commençais à m'inquiéter. Il se passe quoi là? J'y vais où? Est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce qui va se passer en général? Bon, ben, on a quand même survécu le Covid avec les cannelés. On a toujours eu de quoi se faire payer le loyer, etc. etc. On a toujours été ouvert parce qu'on a toujours fait online. Donc, au Vietnam, ce n'était pas très, très, très strict. Même des fois, tu ne pouvais pas aller dehors. Des fois, il y a eu vraiment un lockdown. Je crois que c'était 5 ou 6 mois que ça a duré. Mais nous, en gros, pendant tout le temps de Covid, on était complètement fermés qu'un mois et demi. Ah d'accord, c'est bien. Donc en fait, c'était que par livraison alors du coup. Oui. On a commencé en live. Malgré le confinement, le lockdown, il y avait les livraisons et tout ça. Oui. Il n'y avait pas de problème pour ça, il n'y avait pas de problème d'avoir des livreurs qui venaient. Ils ont interdit les livraisons que pendant un mois et demi complet. Donc c'est-à-dire que personne ne pouvait pas sortir ou faire quoi que ce soit pendant un mois et demi. Et pendant ce temps-là, il y a le gouvernement qui fournissait du riz ou des trucs vraiment essentiels. Donc, à la fin du lockdown, on se retrouvait avec 50 kilos de riz. Hein. On ne savait pas quoi faire avec. Et vu qu'au début, on était très, très, très réticents à vraiment ouvrir le shop physique, et du coup, je me suis dit, OK, on va faire comme les Viettes. On va louer une grosse maison dans laquelle on va pouvoir vivre. Hein, et au rez-de-chaussée, ça va être le lieu de production de la cuisine. Donc, on était parti sur ça, sur cette idée-là au début. Et je pense que c'était un bon choix à faire parce qu'il n'y en avait pas double loyer à payer. Et donc, du coup, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, quand le lockdown a terminé et le Covid il était du passé, on a loué une petite cuisine à l'extérieur. Donc, c'est là où on est maintenant. On fait produire, on envoie toujours online. Sur Facebook, Instagram, on a aussi le website maintenant. Maintenant, on a créé l'entreprise à bout d'un an. On a créé l'entreprise officielle. Donc, maintenant, on a tous les papiers, hygiène et tout. On a fait ça au fur et à mesure du moment qu'on avait un peu de sous de côté. Donc, on investissait pour acheter un four plus gros, acheter plus de moules, puis faire tous les papiers en règle, etc. Et donc là, maintenant, tu as un endroit physique, tu as un petit magasin physique ou c'est juste une cuisine? Là, on réfléchit, on a une possibilité de faire un petit shop le mois prochain. Je pense qu'on va ouvrir un petit shop dans un supermarché dans le district 1. D'accord. Ah ben tu me donneras l'adresse et on le mettra dans le e-book. Ok. Ce sera génial ça. Et donc, tu as commencé avec ta copine. Donc toi, tu faisais tout ce qui était cuisine, logistique, et ta copine, elle était plus tout ce qui est marketing et le truc en ligne. Donc vous avez commencé à 2. Maintenant, vous êtes combien? Alors, la fille, elle est partie de Vietnam à partir de 6 mois. D'accord. Parce que je pense qu'il avait un projet de se marier en France et puis son copain, ça ne lui plaisait pas trop de vivre ici au Vietnam. Donc ils ont décidé de partir. Au début, elle voulait rester et travailler avec moi en ligne, mais ça n'a pas vraiment marché très bien parce que bon, c'est compliqué quand même quand tu es vraiment très loin de gérer quelque chose qui se trouve dans un autre pays. Et donc je me suis un peu retrouvée toute seule. Et ensuite, il y avait une autre personne qui m'a rejoint. C'est un Français, un pâtissier, il s'appelle Thibaut. Donc, on a commencé à travailler ensemble. Et on s'est connus justement chez Maro, parce que lui aussi, il travaillait chez Maro en même temps que moi. D'accord. Donc, on s'est connus. Et lui, par contre, pas comme moi, lui, il était toujours très business. Depuis son plus jeune âge, il voulait ouvrir sa propre boîte. Donc moi, je me suis retrouvée un peu tout seule, un peu perdue. Et du coup, il dit, moi, j'aimerais bien te joindre, de faire ça avec toi. Je dis, oui, vas-y, il n'y a pas de souci. On fait ça ensemble.
Et donc là, vous êtes toujours partenaire On est business toujours partner? partenaire, on est toujours business partner, donc Ok. on partage le boîte ensemble. Et puis j'ai 2 employés en cuisine. D'accord. Il y a une fille qui est avec moi dès le début. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Une fille superbe, elle parle en anglais impeccable. Hein. Donc une Vietnamienne. Une Vietnamienne, D'accord. parle anglais impeccable, même mieux que moi. Et donc elle s'occupe de tout ce qui est administratif, communiquer avec des clients vietnamiens, avec des fournisseurs, regarder des contrats, etc., etc. Et puis j'ai 2 personnes qui s'occupent de marketing. Ok, donc en tout, tu as 5 personnes alors. Waouh! Commencer entre guillemets presque toute seule. Bah, je faisais des cannelés au début dans ma cuisine. Hein. Waouh! C'est génial! Génial, génial. Et donc ton staff est vietnamien? Oui, L'intégralité de ton staff? oui. Génial, ça se passe bien? Oui, plutôt bien. Hein. La communication pour expliquer tout ça? Ouais, toujours des hauts et des bas, comme dans toutes les entreprises. Hein. Mais en général, ça se passe très bien. J'essaye pas trop les arnaquer sur leur salaire. Non, parce que je sais qu'ici, ça veut dire quoi, pas trop? C'est-à-dire que j'ai essayé de leur payer quelque chose honnête. D'accord. Pas trop bas. Mais en même temps, je ne peux pas non plus me permettre de payer le salaire très haut. Mais si jamais ça se développe, eh bien, on va augmenter les salaires dans ce cas-là. Hein. Ok, tout à l'heure, tu me disais hors caméra que tu avais, on en a brièvement parlé, ce deuxième boulot à mi-temps. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais ici et pourquoi tu as voulu prendre ce boulot en plus de ton entreprise de cannelé? Oui. Après que le Covid est terminé, je continue à faire des cannelés, mais en même temps, j'avais cette peur dans ma tête qui a duré pendant tout le Covid. Je me disais, ça va où? Et est-ce que ça va me rapporter quelque chose à la fin? Parce que quand tu fais ton propre business, tu as toujours le risque qu'à la fin, tu vas te retrouver avec rien du tout. Et puis, deuxième raison, c'est que travailler avec du chocolat, ça me manquait. D'accord. C'est toujours de la passion, donc j'ai toujours dans ma tête cette histoire-là que moi, je veux revenir à travailler avec du chocolat, je veux bien m'amuser, à créer des saveurs différentes et puis être là, être au courant et un petit peu continuer à m'éduquer à ce niveau-là. Puis, moi, je trouve que j'adore travailler avec du chocolat, c'est ma passion. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu parler de quelqu'un à Saigon qui allait ouvrir le musée du chocolat. Tout de suite, je me dis, mais c'est surprenant. Qui c'est qui va ouvrir le musée du chocolat à Saigon? Déjà, c'est hyper compliqué à vendre le chocolat aux Vietnamiens. Pourquoi est-ce qu'on parle du musée du chocolat? C'est très intriguant. Donc, du coup, j'ai contacté la personne et je demandais un petit peu plus de détails. C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? J'aimerais bien en savoir un petit peu plus, peut-être pour visiter, etc. Et donc, la général manager, qui est aussi une franco-vietnamienne, c'est une Viet-Cu. Donc, elle habite ici depuis longtemps. Et donc, du coup, elle avait un projet d'ouvrir le musée de chocolat, mais avant le Covid. Et puis, au fur et à mesure, le projet a un petit peu évolué. Donc, ils ont pensé que c'était un petit peu trop risqué d'ouvrir le musée de chocolat directement. Donc, ils ont ouvert un coffee shop sur le thème cacao et sur le thème chocolat. Et donc, du coup, elle m'a proposé le boulot parce qu'ils n'avaient personne qui faisait du menu pour le chocolat à l'époque. D'accord. C'était il y a 2 ans. Et donc, depuis, en fait, tu es toujours resté? Ils m'ont proposé le travail, je dis oui. Je dis oui. Au début, je travaillais à plein temps. Et après, j'ai demandé à passer à mi-temps parce que ma boîte de cannelés, donc c'était constamment tout le temps sans moi. Donc moi, ça m'inquiétait un petit peu. Je dis, mais ils font quoi? J'ai aucun contrôle sur la situation, de tout ce qui se passe. Et j'ai pas le temps. Et puis même si j'essaie, ça me fait un peu trop de trucs à faire. C'est-à-dire, je travaille déjà à plein temps ici. Ça fait beaucoup de boulot.
avec toutes les nouvelles recettes qu'il fallait créer par mois. Et puis, mon boîte aussi, j'ai pas assez de temps pour et dépenser pour regarder un peu comment les choses vont. Et donc, du coup, je demandais à passer un mi-temps. Et comme ça, j'ai assez de temps pour consacrer à la boîte des cannelés. Et j'ai aussi un peu de temps pour un peu suivre ma passion. D'accord. Parce que je suis pas vraiment une businesswoman. D'accord. Toi, tu es plus en cuisine, quoi. Oui, j'aime bien. J'aime bien le côté aussi, tu prends tes propres décisions et la liberté que ça te donne. Yes. Aussi, avec toutes les responsabilités aussi qui suivent. Mais j'aime vraiment énormément beaucoup plus de rester, de réfléchir à des nouvelles recettes, de comment il faut associer des saveurs différentes. C'était un peu pour ça que j'ai choisi ce métier à la base, parce que j'aime bien faire plaisir aux gens. J'aime bien faire quelque chose de bien à manger et puis les gens ils sont contents. D'accord. Là, quand tu parles, on a vraiment l'impression que tout était facile. Un peu du tout. Ben, en fait, je veux dire, non, mais l'impression, je veux dire, t'arrives, t'as du travail, t'as tout ton truc de cannelé, bon, ben, en fait, ça marche, tu te rembourses au bout d'un mois, tu te verses un salaire au bout de 3 mois. Il y a un projet de musée de chocolat qui est là. Tu les contactes, boum, tu as un travail. Est-ce que tu dirais que c'est compliqué de trouver un boulot du coup au Vietnam? C'est pas compliqué à trouver du boulot au Vietnam. C'est compliqué à trouver du boulot que tu aimes bien. D'accord. Parce que c'est pas comme en France. Ici, quand les gens ils te demandent de travailler, ils te demandent vraiment de travailler. C'est-à-dire il faut que tu bosses. Et beaucoup, énormément, bien plus qu'en France. En France, en tant que chocolatier, je travaille de telle heure à telle heure, j'ai rempli toutes mes tâches. Ici, tu es constamment en challenge. D'accord. Tout le monde te pousse en challenge et toi-même, tu te pousses en challenge. Parce que, en tant qu'étranger, les gens, ils mettent beaucoup d'estime sur toi. Parce qu'ils disent, tu as un salaire bien plus important que les Vietnamiens, donc il faut que tu donnes du résultat. D'accord. Donc en fait, trouver du boulot, c'est pas si compliqué. C'est le boulot en lui-même qui est. Ouais. Peut-être plus de pression, c'est ça? Plus de pression et puis c'est un pays en voie de développement, donc souvent il n'y a pas de règles. Par exemple, en France, tu vas au boulot, tu sais exactement quoi faire. Ici, tu viens et tu dis, bah, on aimerait bien faire ça, comment on fait? Bah, c'est toi qui le fais. D'accord. Ouais. Ça fait combien d'années que tu as ouvert ta boîte de cannelé? Ça fait 3 ans. Est-ce que c'est compliqué d'ouvrir une entreprise au Vietnam? Non. C'est pas du tout compliqué, mais il faut savoir qu'il faut être flexible. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si vous avez d'argent et vous êtes venu au Vietnam avec le but d'ouvrir l'entreprise, donc il faut faire les choses en règle. C'est-à-dire que tu ouvres l'entreprise au ton nom, tu enregistres, tu mets de l'argent sur les comptes, tout ce qui te demande. Mais il faut savoir aussi que ça va coûter bien plus cher si tu ouvrais l'entreprise au nom de ton copain vietnamien, par exemple. C'est-à-dire, moi, je ne voulais pas investir beaucoup tout de suite d'argent pour ouvrir l'entreprise, alors que je ne savais pas si ça allait marcher. Je préférais garder mon argent pour investir plutôt dans le matériel. Par exemple, un peu faire la cuisine digne de son nom, investir de l'argent dans des machines dont je trouvais nécessaire, au lieu de dépenser d'argent à créer l'entreprise pour peut-être la fermer 3 mois derrière. Donc, moi, je trouvais ça plus logique d'ouvrir et de commencer à travailler et puis ensuite voir si ça marche ou pas. Si l'entreprise est viable, dans ce cas-là, bien, je vais aller légaliser les choses. D'accord. Et comment ça s'est passé à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, j'ai cherché un peu les moyens de moyenner pour moins cher. D'accord. Et donc, du coup, il y a cette histoire-là au Vietnam, c'est que tu peux ouvrir l'entreprise vietnamienne ou tu peux ouvrir l'entreprise étrangère. Vietnamienne, c'est un citoyen vietnamien qui ouvre les boîtes et les lois, ils sont très différents. Le gouvernement vietnamien regarde beaucoup moins des petites entreprises, un peu le household, les entreprises familiales. Ils regardent beaucoup moins, ils ont beaucoup moins taxé aussi. Et en règle générale, c'est beaucoup plus facile
au niveau de tous les papiers, d'ouvrir une boîte à 100% vietnamien qu'une entreprise légale étrangère. Le seul souci que ça crée, c'est que la personne qui ouvre la boîte à son nom, ça veut dire que toi, tu n'es pas cité sur tous les papiers. Et ça veut dire que si la personne veut te trahir et en gros t'éliminer de le fonctionnement du boîte si ça marche bien, c'est tout à fait possible de le faire. Donc il faut vraiment trouver quelqu'un de confiance. C'est ça. Donc toi, tu as fait ce plan-là. Oui. Tu as trouvé ta personne de confiance? Oui. Ça se passe bien? Très bien. C'est bien. Il y a nickel, pas de souci. Ce qui s'est passé derrière, c'est que cette fille-là, elle m'a aidé d'ouvrir mon entreprise. Et du coup, c'est avéré que cette fille-là, c'est une petite amie de mon actuel partenaire français. Et ce qu'on a fait derrière, c'est qu'on a racheté ses parallèles sur les papiers. D'accord. Et c'est-à-dire que nos donnants sont sur des papiers maintenant, mais elle reste la représentante légale. Donc ça, c'est possible du coup? C'est possible de le faire. C'est-à-dire que tu transformes... Donc un Vietnamien, donc tu mets ta boîte au nom d'un Vietnamien, donc c'est sa boîte, mais tu peux lui racheter les parts. Donc en gros, c'est à toi, mais il a tout, donc la fille a toujours son nom dedans, c'est ça? Oui. Ça veut dire qu'on a trois noms à nous sur tous les papiers. Donc maintenant, en gros, il y a 3 propriétaires. Oui. Par exemple, moi j'ai 49%, Thibaut il a 49% et Lohan il a 1%. D'accord. Et est-ce que du coup ça vous a changé de statut au niveau de l'entreprise? Parce que tu disais quand... C'est devenu maintenant une entreprise à 100%, enfin plus ou moins 100% étrangère. Donc ça veut dire que nous on a beaucoup plus de taxes à payer. Mais au moins ça t'a évité de faire tout le côté lourd financièrement et paperasse et au niveau de l'administratif du début, quoi. C'est ça. Que si tu arrives en tant qu'étranger et que tu mets tout à ton nom... Et puis, ça faisait un petit moment, donc la boîte était ouverte, donc on s'est dit, pourquoi pas. D'accord. Maintenant, on risque un peu si on la perd, donc pourquoi pas légaliser tout ça. Ok, donc tout à l'heure tu me disais, tu fais 6 saveurs de cannelé, c'est ça? Là, on est 8 saveurs de cannelé, on fait des cannelés salés aussi. Des cannelés salés? Intéressant. C'est quoi comme goût? On a commencé ça il n'y a pas longtemps. Les cannelés sucrés, on a 8 saveurs. Plus, on fait des fois une petite saveur du mois. Par exemple, là, on avait créé une saveur spéciale pour le mois d'octobre. C'est du framboise et le menthe. Et puis, on a des cannelés salés. On fait un peu, c'est juste les premiers essais. On fait le chorizo et mental. On fait le tomate et le thon. On fait bacon et oignon. D'accord. Et on fait aussi un truc très vietnamien, c'est l'œuf salé et le pork floss. Ah ok, ah ouais, c'est vraiment vietnamien. Ça, tu les as mis en vente ou c'est juste des expérimentations? Si, on le vend. On peut savoir un peu ce que tu vends, genre la gamme de produits, des petits cannelés, des gros cannelés, combien ça coûte? Alors, on fait tout autour des cannelés. C'est-à-dire qu'on a commencé avec la grande taille, la taille classique. Si vous savez, le cannelé, il y a grande taille, la taille moyenne et le mini cannelé. Nous, on fait le grand et le mini. D'accord. Et le mini, on le vend surtout en 7. D'accord. 16 pièces ou 32 pièces. Okay. Et c'est notre best-seller. Les Vietnamiens, ils aiment vraiment beaucoup ça. Donc, tu as beaucoup de Vietnamiens qui achètent des cannelés? Oui, on est 80% de clientèle qui est vietnamienne. C'est incroyable. De Saigon ou oui, tu commences Saigon. un peu à vendre un peu ailleurs? Ça t'arrive de vendre ailleurs que Saigon ou que tu dois envoyer une boîte, je sais pas, à Hanoï On ne veut pas faire ça. Ah, tu veux pas faire ça, tu veux vraiment te rester concentré sur... Non, c'est parce que je veux me concentrer sur le produit frais. Ah, d'accord. Et donc, du coup, normalement, le cannelé, c'est meilleur le jour J. D'accord. C'est-à-dire juste après la cuisson. Après, tu peux garder pendant 3 jours, mais bon, je veux dire, je veux pas vendre le cannelé qui vient d'hier, quoi. D'accord. Combien ça coûte une boîte de 16, par exemple? Une boîte de 16 mini,
ça coûte 240 000 dong. 240 dong. Donc c'est 10 euros. Ouais, un peu moins de 10 euros. Et le gros, combien tu le vends? Le gros, c'est 40 000. Peu importe la saveur ou Peu importe la saveur. Et pareil pour les mini, c'est 240 000 peu importe la saveur ou En fait, c'est une boîte de 16. Donc t'as un mix, c'est ça? Oui, tu peux choisir tes saveurs. Ah, génial. Tu choisis les saveurs qui te plaisent le plus. Des fois, on a les gens qui commandent que de la vanille ou les gens qui commandent que de la caramel beurre salé. D'accord. Donc tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Oui, Je te dis, ouais, je veux 8 caramels, 8 vanille, c'est possible. Oui. Génial, génial. Et puis aussi, on a le website Ouais. sur lequel tu peux choisir. Là, on pousse ça à fond parce que pour nous, c'est bien plus facile. On reçoit juste la commande, pas besoin de parler avec des gens pendant 2 heures. Ok, bon, on mettra ton site internet en description. Je suis assez fière de mon site internet. D'accord, comme ça les gens ils pourront aller regarder et éventuellement commander tes petits cannelés. Ouais. On a beaucoup parlé de ce que tu as fait et ce que tu fais. C'est génial, ça fait bientôt 6 ans que tu es au Vietnam, mais pour pouvoir rester au Vietnam, il faut un visa. Et du coup, comment tu fais? C'est quoi, quel visa t'as? Au début et même maintenant, j'ai le work permit. Work permit. D'accord. Quand tu as un travail légal au Vietnam, en général, l'entreprise elle te fait le work permit, ce qui te donne le TRC. Ce qui TRC, c'est un Temporary Resident Card. Normalement, work permit, c'est pour 2 ans. D'accord. Et la carte de résidence, c'est aussi pour 2 ans renouvelable. D'accord. Donc, tu as trouvé un boulot assez rapidement? Donc moi, oui, j'ai trouvé un boulot rapidement, donc du coup, ils m'ont fait le visa. Et puis ici, avec la boîte avec laquelle je travaille à mi-temps, eux aussi, ils m'ont fait le work permit. Mais par contre, le TRC avec lequel je vis au Vietnam en ce moment, c'est grâce à ma boîte que je l'ai eu. D'accord, donc maintenant, ton visa est lié à ta boîte? Oui. Et tous les 2 ans, tu fais un renouvellement? Oui. C'est compliqué ou... Non, pas du tout compliqué. Il faut juste trouver une agence qui s'occupe de ça. Tu leur juste donnes de l'argent et puis ils s'occupent de tout. D'accord. Tu donnes ton passeport, l'argent et on n'en parle plus. C'est ça? Oui. J'ai pas très envie de me prendre la tête avec ça. Ouais, t'as bien raison. Et t'as quoi comme passeport? T'as un passeport français ou un passeport russe? J'ai 2. Ah, t'as les 2? Encore mieux. Donc là, tu fais ton visa sur quel passeport du coup? Je vis ici avec mon passeport français. D'accord. Parce que moi, quand je suis arrivée de France. Et donc, du coup, tout de suite, j'ai commencé à utiliser mon passeport français. Et donc, du coup, là, j'ai mon passeport russe qui est dans mon tiroir. Mais ici, je vis avec mon passeport français. D'accord. Ok. Enfin, je vis pas, je vis avec ma TRC, Resident Card. Mais il est sur la base de mon passeport français. Et si tu dois aller en Russie? Dans ce cas-là, je vais utiliser mon passeport russe. Ok, maintenant, on a parlé beaucoup de ta vie professionnelle. Mais au niveau personnel, depuis que tu es arrivé au Vietnam, quelles ont été tes difficultés que tu as rencontrées? Alors, c'est le trafic. C'est vrai que c'est particulier. Moi, le premier un mois, j'ai peur de traverser la rue. D'accord. Tellement, ils sont partout ces scooters-là. C'est vrai que c'est pas ce qui manque. Et j'ai pris quand même 2 ans avant de commencer à conduire par moi-même. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, j'ai utilisé le Grab. D'accord. Enfin, les chauffeurs qui te ramènent de partout. D'accord. Parce que moi, à chaque fois, et même pendant 2 ou 3 mois, j'ai commencé à conduire, j'ai tellement peur, c'était tellement stressant, qu'après chaque trajet, je rentrais chez moi et j'allais me coucher direct. Tellement j'étais épuisée émotionnellement. Waouh. C'est dingue. Aussi, je suis de genre de personne assez anxieuse. Ok. Donc le trafic. Le trafic. Autre chose? Maintenant, ça va. Maintenant, tu conduis ton scooter, tu fais partie de la masse, quoi. Oui, je fais quand même super attention. Mais oui, ça va. C'est bien, il faut faire attention. Tout est arrivé. Et puis, vu que quand on est déménagé au Vietnam, eh bien, on s'est séparés avec mon mari. D'accord. Et donc, du coup, je me suis retrouvée un peu tout seule. Relativement tôt après après être arrivé, vous êtes séparés, c'est ça? Oui. D'accord. On s'est séparés et donc, du coup,
Au début, je travaillais énormément, je n'ai pas trop pensé à ça. Et puis, au bout d'un moment, au bout d'un an, je me suis dit, bon, on fait quoi là? Il faut chercher quelqu'un, il faut commencer à rencontrer de nouvelles personnes. Recommencer ta vie sentimentale, ta vie amoureuse, c'est ça? Et c'est vraiment le désert de Sahara ici. Pourquoi? Pourquoi? Déjà, ok, les Vietnamiennes, toutes les personnes étrangères, les hommes, je parle. Ils courent après les Vietnamiennes, c'est ça? Non. Non? Quand ils arrivent au Vietnam, eh bien, ils se font courir, c'est-à-dire qu'ils sont très convoités, ils se sentent comme des rois. Et toutes les personnes, du moment que tu es étranger et tu es de sexe mâle, eh bien, tu te fais courtoiser par des Vietnamiennes très jeunes, très jolies. Tu te sens comme le roi du pétrole ici. D'accord. Donc, comment s'est passée ta traversée du désert? Ben, pas super. Pas super. En fait, c'est une des raisons par lesquelles beaucoup de femmes qui partent du Vietnam au bout d'un moment, parce que si tu es tout seul, si tu n'es pas accompagné par quelqu'un ou tu ne viens pas en couple, eh bien c'est très, très, très compliqué de rencontrer quelqu'un ici. Parce que déjà avec les Vietnamiens, ça se passe pas super bien parce que la culture est très, très, très différente. Et puis ensuite, tu sais, tu n'es pas une personne à marier. Et ici, l'image est Hyper important. très importante. Donc du coup, moi, je suis pas super jeune. J'ai déjà été mariée, je me suis séparée avec mon ex-mari. Donc c'est pas bien vu. C'est déjà le deuxième choix. Et puis voilà, les Vietnamiens de mon âge, ils sont presque tous mariés. Une famille et tout ça. Voilà. Et puis les étrangers, ils sont tellement convoités que je n'ai pas envie de me mettre en queue. D'accord, donc tu penses que c'est une difficulté que les femmes seules rencontrent quand elles s'expatrient? C'est pas une difficulté de rencontrer quelqu'un, c'est hyper facile. De te stabiliser, tu veux dire, avec Oui, quelqu'un? de trouver quelqu'un avec qui tu puisses avoir des relations stables. D'accord. Ça, c'est compliqué. Donc on a eu le trafic, on a eu ta traversée du Sahara, au niveau sentimental. Autre chose? La culture, par exemple? Je pense que pour moi, en tout cas, personnellement, c'est compliqué à construire des relations profondes avec des Vietnamiens. D'accord. Ils sont souvent assez superficiels. Ou bien non, mais c'est juste que les intérêts qu'on a dans la vie ou des choses qui nous intéressent, ils sont très différents. D'accord. Même au niveau du humour, tu vois, moi j'adore l'humour noir, j'adore l'humour de double sens, etc. Et les Vietnamiens, ils sont assez droits. Des fois, je ne comprends pas quand tu essayes de faire des blagues sarcastiques un petit peu, ça passe pas. D'accord. Et est-ce que tu considères du coup que c'est compliqué de se faire des amis au Vietnam? C'est compliqué mais possible. Est-ce que tu as des amis vietnamiens ou vietnamiennes? Oui. Ouais? Des bonnes relations amicales? Oui. Ouais. Oui. Ça a pris du temps? Comment ça s'est passé? Oui, ça a pris du temps. Ouais. Ça dépend aussi c'est quoi le cercle dans lequel tu te trouves. Puis ça dépend de ta personnalité ou de la chance, tout simplement. Est-ce qu'au début, du coup, tu fréquentais beaucoup d'expatriés ou tu essayais plus de t'intégrer d'une manière ou d'une autre? Moi, je suis personnellement pas quelqu'un de très sociable. D'accord. Donc, du coup, moi, je me retrouve avec des relations. Je cherche pas forcément les gens. D'accord. Donc, moi, je construis des relations avec des gens qui je croise dans la vie de tous les jours. D'accord. Et des fois, ça colle, des fois, ça colle pas. Puis, j'ai pas beaucoup des amis très proches. Je dirais, j'ai peut-être 3-4 amis qui sont proches ici. Des expats ou des Viettes? Des expats et des Viettes. D'accord. Ouais, c'est bien. Un peu de tout. Top, top. Autre chose comme difficulté que tu as en tête? D'autres difficultés? La langue peut-être? Ah, la langue. Ah, je parle même pas de ça. Non, mais il faut savoir que parler vietnamien, pour moi en tout cas, c'est hyper compliqué. Et de mon expérience, je peux compter sur le doigt d'une main
toutes les personnes que je connais, expats, qui parlent vietnamien. D'accord. Et les expats de longue date, hein. Et je connais des gens ici qui habitent 10, 15 ans ici et qui parlent toujours pas vietnamien. Et j'en connais des gens, par exemple, qui habitent ici 2-3 ans et qui parlent vietnamien. Ça dépend vraiment. On a tous chacun plus ou moins de facilité avec les langues. Et ça, vu que c'est une langue tonale, s'accrocher. Hein. Moi, vu qu'après 10 ans, j'ai toujours gardé mon accent en français, j'ai en vietnamien. Mais ma théorie personnelle, j'ai une théorie personnelle par rapport à ça. C'est quoi ta théorie? Ma théorie personnelle, c'est que tu fais vraiment quelque chose que si tu es obligé de le faire. Si tu es dans une situation dans laquelle tu n'as pas d'autre choix que de faire ça. Par exemple, moi, j'ai vraiment appris français quand j'étais en France. Je suis arrivée en France, je ne parlais pas un mot. Je suis arrivée, j'étais silencieuse pendant 3 mois. C'était fatigant, mais au bout de 3 mois, je commençais à parler petit à petit. Au bout d'1 an, je parlais correctement. Et moi, pareil, ici, je suis arrivée, je ne parlais pas anglais. C'était super stressant. Pendant au moins 2-3 mois, toutes les langues que j'avais apprises dans ma tête se mélangeaient, dans tous les sens. Mais bon, après, j'ai commencé quand même à parler correctement anglais, mais ça n'a jamais passé avec le vietnamien. Alors, j'ai pris des cours. Et les cours, j'ai pris les cours intensifs pendant 6 mois. Et non, ça ne veut pas rentrer. Passons maintenant à un rapide aperçu de ce que Olga fait dans ce café chocolaterie. Là, on est dans le petit magasin qui font des chocolats. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu as fait ici? Alors, on a 9 tablettes maintenant. On a ouvert il y a 2 ans. Donc, on essaye d'utiliser les produits vietnamiens. Par exemple, ici, c'est le tout petit nouveau. Ça fait que 2 mois qu'on a commencé à le vendre. Donc, c'est le praliné de noix de cajou avec le kumquat confit. Et le praliné et le kumquat confit, on le fait maison aussi. Allez, on reprend la route car Olga a quelqu'un à nous présenter, mais qui est-ce? Ok, donc après ta traversée du Sahara sentimental, tu as trouvé ton oasis, ton copain. Et donc avec ton copain, vous avez un petit lapin, albinos. Tu nous fais les présentations? Ouais, c'est un petit lapin, il s'appelle Bunbo. Bunbo? Bunbo. D'accord. Si on traduit de vietnamien, ça va être la soupe de nouilles. La soupe de nouilles. Voilà, le Bunbo, c'est la soupe de nouilles avec le bœuf. C'est ça. Voilà, bon, on en fera une avec le lapin, non? Fallait que je sorte ma blague bidon. Hein. Voilà. Ok, donc on continue un peu plus, on retourne dans le sérieux. Ok. À part ton lapin que tu aimes beaucoup au Vietnam, il y a quoi d'autre que tu aimes au Vietnam? Alors, j'aime beaucoup le fait qu'en tant qu'étranger, on a beaucoup de liberté ici. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de règles. Même si tu ne connais pas les règles, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. D'accord. Tout est facile, plus ou moins. Si tu mets un peu d'argent pour régler tes histoires administratives, les histoires de papier, c'est aussi assez facile. Pas besoin de prendre la tête avec ça. Et puis, c'est H24. Tu peux sortir à n'importe quel moment de la journée. Tu vas toujours trouver un petit shop qui vend des nouilles, de très bonne qualité. Et puis, chaque fois, tu vas manger du street food. C'est très, très bon. C'est très santé. Et puis, en règle générale, la vie est simple. Simple et facile. Il y a autre chose que tu aimes au Vietnam? Et puis, il y a beaucoup d'opportunités de faire ce que tu veux. Puis, c'est très, très, très dynamique. Ça change à n'importe quel moment. Chaque fois, je donne un exemple. Quand je venais juste d'aménager au Vietnam, eh bien, sur la route de ma maison jusqu'à mon travail, j'ai passé toujours par une route. Et chaque fois, ils commençaient à construire le centre commercial. Et quand je suis juste arrivée, mes premiers jours, ils commençaient tout juste. Et au bout de 6 mois, il y avait un centre commercial énorme. Ah non, ça va vite ici. Hein. Ils ont fait tout ça en 6 mois, top chrono. Ouais, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Et c'est comme ça tous les jours. Tu passes par des endroits, il y avait une boutique. Un mois derrière, tu passes, il y a une autre boutique. Il se passe quoi là? Donc c'est
Ça bouge énormément et c'est plutôt plaisant, moi, je trouve. J'aime bien ça aussi. J'aime bien. Autre chose que t'aimes ou t'as en tête? Il y a la mer à côté, facile à voyager. Uh-huh. Si tu veux aller sur une île, c'est 1 heure d'avion. La C'est pas très facilité de cher. voyage. D'accord. Tous les pays autour, ils sont pas chers. Et la vie en général est pas chère. Par exemple, tu peux te permettre bien plus de choses avec 1 000 euros par mois que tu puisses jamais te permettre en France. D'accord. Maintenant, on va parler des choses que tu n'aimes pas au Vietnam. Les choses que j'aime pas au Vietnam, Ouais. les choses que j'aime pas trop au Vietnam, bah, c'est aussi la même chose. C'est l'absence de règles. C'est-à-dire, tout est dans le flou. Donc, à un moment donné, au début, c'est très, très, très stressant. Quand moi, je voulais ouvrir mon entreprise, je voulais savoir exactement quel papier, où aller, dans quelle instance, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce qui va arriver si ça tourne mal. Eh bien, j'ai jamais pu retrouver des infos éligibles, les infos correctes. C'est très compliqué. Il y a une personne qui te dit une chose, il y a une deuxième personne qui te dit une chose différente. Sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, à un moment donné, tu abandonnes juste l'idée de savoir ce qui se passe autour de toi. Tu te dis, bah, je vais ça, je vais aller là, et ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, et puis voilà. D'accord. Tu acceptes le fait qu'il y a toujours un petit risque que ça se passe mal et tu n'étais pas au courant. D'accord. Sinon, c'est un pays agréable hein, à vivre. D'accord. Tout à l'heure, tu disais, avec 1 000 euros, on peut faire beaucoup plus de choses au Vietnam qu'en France. Tu penses que quel budget est nécessaire pour avoir une vie normale, pas pour survivre, hein, pour avoir une vie normale au Vietnam, par mois? Combien d'argent est nécessaire? Ça dépend vraiment de la vie de tous les jours. Par exemple, si tu manges toujours du street food, qui est quand même de très bonne qualité, tu manges bien pour 1 euro. Tu peux aussi très bien manger si tu vas dans un restaurant d'un petit peu plus haut standing, qui est très facile de trouver au Vietnam aussi, mais tu vas dépenser 10 fois plus. Donc, je pense que pour vivre correctement, si tous les jours tu manges du street food et puis de temps en temps tu vas dans un grand restaurant, de temps en temps tu cuisines chez toi, je pense que tu dépenses le budget peut-être à 1 500, c'est bien? 1100 euros? 1500? 1500. 1500 euros. Donc avec 1500 euros, tu considères que tu as une belle vie au Vietnam? Plutôt bien, oui. Ouais. Par exemple, imagine, tu dépenses 10 millions, ce qui correspond 400 euros. 400 euros, le logement. Puis le reste, c'est pour toi. Hein. Voilà, pour aller manger dehors, la simplicité. Donc en fait, voilà, déjà, c'est toujours une sortie, quoi, d'aller manger dehors. Puis c'est aussi la simplicité. Tu gagnes en temps. C'est ça. Le seul gros inconvénient ici au Vietnam, c'est l'absence des activités. La vie culturelle inexistante. D'accord. Sinon, si tu trouves ta passion, quelque chose à faire tous les jours, ou bien tu as ton groupe d'amis qui sont sympas, et bien la vie est très vite très agréable. Ok, maintenant, on va parler d'un autre sujet complètement différent. Niveau santé ou en cas d'accident, t'es couverte? Comment tu gères ça? En tant qu'étranger, tu es obligé d'aller dans des hôpitaux internationaux. Parce qu'en général, si tu vas dans un hôpital viet, en général, ils ne parlent pas anglais. Mais si tu parles vietnamien, bien sûr, c'est bien plus facile. Si tu ne parles pas vietnamien, tu es obligé d'aller dans un hôpital international. Ça coûte quand même cher. Ça coûte assez cher. Mais en général, les boîtes, si tu viens travailler dans une boîte locale ou étrangère ici, et ils te donnent la couverture santé. Sinon, tu achètes une assurance. Une assurance, il y a plusieurs moyens d'avoir une assurance. Plus cher, moins cher, dépend de tes besoins. D'accord. Toi, tu as une assurance par rapport à ta boîte ou
Non, mais moi, je me suis acheté c'est à T'as moi-même. pris une assurance privée? Oui, parce que ça me convient un petit peu plus. D'accord, Ça me convient mieux. d'accord. Sans indiscrétion, on peut savoir combien ça coûte par mois à peu près? Par an, je peux te dire par an, ça coûte 15 millions à peu près. 15 millions, ça fait à peu près 600 euros. C'est ça? Ça va, C'est bon. c'est raisonnable. Ouais, j'ai pas pris un truc Ça fait extrêmement cher. Ça fait dans les 50 balles par mois. Hein. Parce que j'aime pas aller chez le médecin. Ah, moi aussi, donc. Ok, Olga, l'interview est presque terminée. Deux petites questions. Il reste deux petites questions. Et là, c'est une question curiosité. Ça fait bientôt 6 ans que tu es au Vietnam. Il faudrait savoir qu'est-ce qui te manque en premier temps de la France. Et ensuite, qu'est-ce qui te manque aussi de la Russie. Par de la France, je pense que ça me manque un peu la vie culturelle, D'accord. le fait de pouvoir marcher dans les rues, les conversations D'accord. et la bouffe. Ok. La bouffe française, c'est une des meilleures au monde. Hein. D'accord. Le fromage, la charcuterie, le vin, tout ça. Le fact, c'est que les gens ils apprécient de la bonne nourriture. Ça, j'aime bien. D'accord. Et puis, en Russie, bah, c'est ma famille qui me manque le plus. Et c'est la neige. La neige. La neige, ça me manque énormément. Ok. Mais je voudrais rentrer en Russie la prochaine fois en hiver pour pouvoir justement avoir plein de neige. D'accord. J'imagine qu'il doit y avoir vraiment beaucoup de neige en Russie. Bah, là où j'habite, en hiver, il y a au moins 1 mètre de neige. Hein. Ah, santé. Grand moment de jalousie pour vous. J'ai une boîte de cannelés, les cannelés de Olga, donc mon cannelé. Et alors, je vous les montre. Vous allez voir, la boîte est magnifique. Donc ça, c'est la boîte justement de 16 cannelés. Vous pouvez mixer, qui coûte 240 000 dong, hein, c'est ça? Les amis, moi j'adore les kumquats. Je commence par le kumquat. Et ils sont pas trop mignons. Vas-y, essaye. Madonna. Alors, c'est bon? Trop bon. C'est une dinguerie. Des boîtes, je peux en manger 10. Ah ouais? Ah oui? Moi aussi, je peux manger à moins 10 par moi-même. Ok. C'est pour ça que je ne les mange plus. Bien frais. Hein? Ça, c'est lequel, celui-là? La fraise. Fraise, Non, mon préféré, c'est le café et le fruit de la passion. D'interview de Olga, ça part en review cannelé. Hein. Donc sur le kumquat, non, franchement, c'est une dinguerie. Un petit côté acide, ça passe trop bien, ça se marie trop bien avec le cannelé. Ça, c'est fraise. Hein. La fraise. Fraise pas mal. Je préfère quand même le... Le kumquat? Ouais, Oh, je comprends. ouais. C'est sweet, c'est bon. Et je trouve que le côté acidulé du kumquat, ça marie super bien. T'aimes bien le café, toi? Moi, j'aime tout. Vas-y, mange. Moi, je les bois tous les jours. Hein. Vous avez vu, j'essaye de partager. Hein. On me refuse. Hein. Café. Café, les amis. Allez, bon, ouais. Donc en fait, tu mets le café aussi dans la pâte, c'est ça? Je fais infuser le café dans la pâte. Il a vraiment le goût du café, franchement, ça se marie super bien. On utilise le café local. Hein. Ça vient de Dalat. D'accord. Ça se marie super bien. Café. Et c'est le fruit de la passion. Est-ce que tu as déjà vu des trucs comme ça en France? Non, j'ai pas vu ça en France. Faudra venir au Vietnam, les amis. Hein. Voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Regardez, avec son petit chapeau là. Fruit de la passion, c'est mon fruit préféré. Là, il y a toutes les saveurs du fruit de la passion, vraiment. C'est quoi, tu utilises la pulpe avec? Tu fais comment? Non, on achète le fruit de la passion. Donc, on va retirer tout le jus. Et puis, on fait le kurde. C'est une préparation à la base de jaune d'œuf, du beurre et du fruit, de jus de fruits. Donc, comme ça, on le fait cuire au bain-marie. Et ça fait comme une crème au citron, tu sais. D'accord. Il faudrait peut-être que tu essaies. Est-ce que tu as déjà testé celui au citron? Oui. Tu mets une mini meringue dessus. Ça fait. Mais en fait, on avait le citron avant. Ouais. Mais vu qu'on continue à sortir de nouveau, donc il faut qu'on retire quelques-uns. Ah, d'accord. Et donc, du coup, le citron, il était sur la carte, sur le menu, mais il va revenir en novembre. C'est quel ton best-seller, celui que les gens achètent le plus? Caramel beurre salé. Il y est là?
Mais il n'est pas. Ah bon, mais tant pis pour moi. Enfin, je le commande alors. C'est quoi celui-là, le Ça, blanc? c'est du chocolat. Chocolat, oula, chocolat par une chocolatière. Il est pas mal. Pour le moment, mon préféré, kumquat. Kumquat, ok. Numéro 2, passion. Franchement, les cannelés de Olga sont trop bons. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ceci dit, on continue l'interview. Et on arrive à la dernière question. Je voudrais savoir si tu as des conseils à donner de manière générale, mais vraiment de manière générale pour des expatriés, ce qui veut dire pas que pour le Vietnam. Si quelqu'un qui veut partir de la France ou de son pays, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Eh bien, si vous voulez aller vous expatrier dans un pays différent que le vôtre, allez-y. Hein. On n'a qu'une seule vie. Hein. Donc tu dis genre pas trop réfléchir, c'est ça? Non, j'ai jamais dit ça. Ah, d'accord. J'ai dit, si vous voulez y aller et voir comment ça se passe ailleurs, allez-y. D'accord. N'hésitez pas. Ok. Allez-y, essayez. On n'a qu'une seule vie. Et si on a envie d'essayer quelque chose de différent, il faut qu'on y aille, il faut qu'on essaye. Hein. D'accord. Après, dépend de la personnalité. Tu peux expatrier de 1000 façons différentes. Hein. Ici, par exemple, le Vietnam, un peu partout dans le monde, hein, si tu es très conscient de ta sécurité, si tu veux la garder, eh bien, tu trouves toi un travail qui va te rapporter la même sécurité ici que dans ton propre pays. Comme ça, tu ne perds rien. Et tu es quand même dans un endroit qui est très différent. Très différent. Moi, j'étais toujours le plus heureuse dans ma vie. J'étais la première année dans un pays différent. D'accord. Moi, donc ta première année en France, tu veux dire? Ma première année en France, c'était l'année la plus heureuse de ma vie. Ma première année en Vietnam, c'était l'année la plus heureuse de ma vie. D'accord. C'est vraiment ce changement de décor, ce truc, c'est quelque chose de nouveau qui te stimule tous les jours. Vraiment très, très, très différent. Et tu découvres tous les jours toutes les petits moments, toutes les petites choses, tout est nouveau et c'est merveilleux. Top, top, top. Après, si tu veux déménager sur le coup de tête, bah vas-y, hein, si tu n'as pas peur. Ouais. Mais si tu as peur, bien, prends bien tes gardes. Hein. Je ne sais pas, achète-toi un truc à la maison qui va t'assurer tes arrières et les revenus qui vont venir de France. Ou bien, tu peux trouver un travail en ligne. Hein. Ou bien, si tu n'as pas peur, tu viens ici, tu cherches du travail sur place, tout est possible. Ou tu fais une chaîne YouTube. Par exemple. Ça, moi, je trouve que c'est très intelligent si tu veux voyager. Ouais, c'est sympa. Parce que tu n'es pas attaché à une place. C'est certain. C'est certain. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci Olga pour ton témoignage, franchement super intéressant et je pense que ça va en inspirer plus d'un, ça va en intéresser plus d'un et plus d'une. Génial, bravo pour tes petits cannelés, hein, ta petite boîte, franchement. Moi je trouve que c'est une petite success story hein, quand même. Hein. Merci beaucoup. Parti de presque rien, maintenant tu as des employés, tout ça tourne. Bravo, bravo, bravo. En tout cas, encore merci de ton temps, merci de ton témoignage. Et ceci dit, les amis, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne. La bisette, mouah, petite bisette, regarde. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Allez, bye bye. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.